Bonjour Luc Ferry. Bonjour. Vous venez de publier le dictionnaire amoureux de la philosophie, c'est chez Plon, un outil parfait pour réfléchir et pour essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. La philosophie, ça sert aussi à comprendre son temps. Alors j'ai eu la curiosité d'aller à la table des matières et de chercher le mot démocratie. Oui. Et ma surprise, c'est que le mot démocratie vient entre des mots que vous avez choisis, vous avez sélectionné des mots de la langue française, amoureux, entre déclin, décadence et nostalgie, déconstruction, décroissance, désenchantement du monde, désespoir, désobéissance civile ou civique. La démocratie au milieu de tout ça. Est-ce que ce n'est pas un résumé du pessimisme qui vous envahit en ce moment sur l'état de la France? Alors ça, c'est les facéties de la lettre D. Moi, je suis évidemment très anti-déclinologue. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez fascinant, notamment dans le milieu intellectuel. Les meilleurs intellectuels français, qui sont d'ailleurs mes amis, on va les citer, c'est pas à peine Finkielkraut, Régis Debray, Michel Onfray, et tant d'autres, sont tous convaincus que la civilisation européenne est morte, ou qu'elle est dominée par les États-Unis, qu'on va dans le mur, et que le seul moyen de s'en tirer, en gros, c'est de revenir aux blouses grises, aux plumes sergent-major et à la Troisième République. Je caricature un peu. Non, je pense exactement l'inverse. Je pense qu'on vit un monde qui est tout à fait fascinant. Maintenant, pourquoi ces intellectuels pensent-ils comme ça? Et beaucoup de politiques avec eux. Les politiques à l'extrême droite, à l'extrême gauche, et pas seulement, considèrent aussi que l'Europe, c'est mort, qu'on va dans le mur, etc. Bon, pourquoi? En vérité, en ce qui concerne les intellectuels, c'est très intéressant. Tous ont été ultra-gauchistes dans les années 60, y compris mon ami Finkielkraut, qui était autonome, qui était hyper, enfin, plus que gauchiste, si je puis dire. Et puis ils ont fait un vrai mouvement de recentrage, puis c'est ce qui est resté, malheureusement, je dirais. Moi, c'est un point de désaccord avec eux. Il faudrait qu'ils soient là pour qu'on puisse en discuter. Encore une fois, ce sont des amis, je ne veux pas les accabler en leur absence, mais juste pour analyser simplement. La seule chose qui est restée chez des gens comme ceux que je viens de citer, c'est l'antilibéralisme. Autrement dit, la haine de la démocratie libérale. Et donc, comme ils avaient cru, en vérité, c'est leur monde qui s'est effondré. Et donc, pour beaucoup d'intellectuels aujourd'hui, en Europe, ce qui s'est effondré, c'est la croyance en l'avenir radieux, c'est l'adhésion à des variantes du marxisme, léninisme. Il y avait plusieurs variantes, mais on ne va pas y revenir. Et donc, ce qui s'est effondré, en vérité, c'est leur monde. Moi, je crois au contraire qu'on vit une période qui est absolument exaltante, qui est très compliquée. De démocratie? Bien sûr, de démocratie. Mais cette démocratie directe, avec tous les dangers que ça comporte? Elle n'est pas très directe, à part en Suisse, elle est représentative. Notre système politique. La requête de démocratie directe, tous ces gilets jaunes qui très hostile nous n'avons aucun représentant, c'est ça la démocratie directe? C'est pas exactement la démocratie directe, c'est plutôt l'inverse, parce que la démocratie directe, telle que l'imaginaient les Grecs, telle que la reprend Rousseau, telle qu'elle est pratiquée en Suisse aujourd'hui, c'est des élections quand même, c'est des votations, comme on dit en Suisse. Non, là c'est vraiment la rue, c'est autre chose. Et donc cette période-là, laissons de côté pour l'instant les gilets jaunes, tout a une fin, y compris nos existences. Mais laissons de côté pour l'instant. Mais pour ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une troisième révolution industrielle qui est celle de l'intelligence artificielle, de la robotique et du digital. Elle est pleine de promesses magnifiques, contrairement à ce qu'on croit. Par exemple, la fin du cancer. Il est très probable que d'ici 20 ans ou 30 ans, c'est pas qu'il n'y aura plus de cancer, mais ils seront guéris. La voiture autopilotée, ce sera la fin des accidents de la route. Il y a eu 3600 morts cette année sur les routes françaises. Il y a énormément de choses terriblement positives, si je puis dire. Je dis exprès terriblement parce qu'en même temps... Dans lesquelles on ne croit pas forcément. Je reviens sur votre... Tout à fait à tort. Je reviens sur votre dictionnaire amoureux de la philosophie et je vais au mot démocratie. Vous vous rappelez dès le début de votre notice sur la démocratie le sens étymologique, le pouvoir du peuple, et vous ajoutez ce qui ne nous dit en vérité pas grand-chose. Le pouvoir du peuple, ça ne dit rien? Non, parce qu'il y a dans la démocratie, prenez même simplement le système français, le système constitutionnel français. Vous avez toujours deux légitimités qui font un vrai système démocratique. Il y a la légitimité populaire qui peut être directe ou indirecte, avec soit, comme en Suisse, des votations, donc la démocratie directe, soit, comme chez nous, un système parlementaire, donc on élit des représentants qui votent les lois pour nous, donc un système législatif indirect. Mais vous avez toujours, ce qu'on oublie, un deuxième principe, qui est le principe constitutionnel, qui repose sur les principes généraux du droit. Le préambule de la Constitution, par exemple, et puis la Constitution elle-même, il y a des principes fondamentaux du droit qui ne sont pas soumis à la
la votation populaire, si je puis dire. Et donc on a toujours dans les vraies démocraties deux principes. On a des cours constitutionnels d'un côté et puis on a des élections populaires de l'autre. Notre système de ce point de vue-là, alors après on va pas rentrer dans les détails des différents systèmes parlementaires, mais notre système de ce point de vue-là n'a rien à voir avec ce qui se passe quand il y a des manifestations, même si le droit de manifestation est autorisé, c'est pas la rue qui gouverne en principe. C'est pas la rue qui gouverne en principe. On verra samedi prochain. Mais vous opposez, en réalité, bien sûr qu'elle a un effet considérable. Vous opposez de façon assez classique Rousseau et Tocqueville. Rousseau, dites-vous, c'est le résultat d'une observation des inégalités, de l'injustice et de l'oppression qui fonde la théorie de Rousseau. Alors c'est plus que ça. C'est plus que ça. J'essaie de vous poser des questions résumées qui sont moins riches et moins fournies que vos Non, mais ce qui est l'essentiel chez Rousseau, c'est la théorie de la loi. Oui. C'est l'idée que lorsque le peuple vote la loi, il est actif, mais une fois qu'il a voté la loi, il est passif. Autrement dit, comme dit Rousseau, il est souverain et sujet. À la fois, il est celui qui vote et celui une fois la loi votée, auquel la loi s'applique. Alors, ce qui est intéressant chez Tocqueville, c'est que Tocqueville ne s'intéresse pas, ou très peu, à la mécanique constitutionnelle, au type de système. Il établit les règles, il établit les piliers. Les piliers, et surtout, il s'intéresse à la dynamique de l'égalité, ce qui est quand même sa grande... L'interprétation tocquevillienne de la Révolution française est géniale, c'est l'idée qu'à un moment, les mœurs des bourgeois sont identiques à celles des aristocrates, et que les privilèges que conservent les aristocrates n'ont plus de sens par rapport à des mœurs d'un Voltaire qui est très riche, qui a des vêtements magnifiques, qui a un parler extraordinairement sophistiqué, etc. Et donc c'est cette dynamique de l'égalité qui va, selon Tocqueville, faire exploser le système de l'aristocratie traditionnelle. Un mot sur le libéralisme. Vous avez évoqué ce mot libéralisme et vous citez assez longuement et assez joliment la fable des abeilles. C'est une merveille, oui. Qu'est-ce que c'est que cette fable 1714, c'est la première théorie de la main invisible, mais présentée de manière extrêmement amusante. Le sous-titre de la fable des abeilles, donc c'est écrit par un Britannique qui s'appelle Mandeville, enfin qui est d'origine à la fois française et hollandaise, mais peu importe. Et le sous-titre dit tout, vice public, bénéfice, vice privé, bénéfice public, vice privé, bénéfice public. Autrement dit, c'est l'idée que, en cherchant chacun nos intérêts, eh bien, nos intérêts particuliers, l'intérêt général va s'en dégager. Par exemple, l'égoïsme des riches qui veulent des vêtements très beaux, qui veulent des parfums, qui veulent des bijoux, etc. Eh bien, ça va enrichir les drapiers, les parfumeurs, les bijoutiers, etc. Le ruissellement, au fond. Voilà. Et donc, c'est la première théorie de la main invisible, c'est l'idée que l'intérêt général se dégage de la somme des intérêts particuliers. Exact, qui sont comme des petits vecteurs, comme dans la physique de Newton. Je ne suis pas vraiment un libéral. En fait, pour vous dire très clairement les choses, je suis totalement libéral en économie, je le serai beaucoup plus qu'on ne l'est aujourd'hui. Je serais favorable à un libéralisme économique beaucoup plus libéral, si je puis dire, que celui qu'on connaît aujourd'hui en France. Et en même temps, je suis républicain en politique. Autrement dit, je suis gaulliste. Oui. Autrement dit, je pense que le rôle de l'État reste important pour que la société civile puisse se penser elle-même, c'est comme la conscience de soi, c'est comme la tête dans un corps humain, mais aussi pour qu'elle puisse dégager malgré tout l'intérêt général dans certains domaines que la société civile ne dégage pas toujours. Et donc voilà, c'est assez banal, mais il y a un texte de Victor Hugo que j'adore, d'ailleurs que je cite, je crois, dans ce chapitre-là, ou peut-être dans un autre, je ne me souviens plus, mais en tout cas je le cite, quand Victor Hugo dit « politique, deux problèmes, premier problème, produire la richesse, deuxième problème, la répartir ». Et il ajoute « l'Angleterre résout admirablement le premier problème, très mal le second ». On est au cœur de la situation française actuelle. Absolument. Juste un mot, le ministre de l'Éducation que vous avez été, est-il inquiet, et là on plonge directement dans l'actualité, de ce qui se passe dans les lycées? Ça commence à s'agiter, c'est inquiétant. Vous seriez aux manettes, vous diriez attention, danger? Ah oui, bien sûr, parce que vous connaissez la fameuse image du dentifrice qu'on utilise toujours. Qu'on n'arrive pas à faire rentrer dans le tube. C'est facile de le faire sortir, mais de le faire rentrer très difficile. Quand les lycéens sortent, c'est très, très, très mauvais. Je vais rencontrer bientôt le secrétaire d'État, qui est un type d'ailleurs très sympathique à l'éducation et qui s'occupe en particulier de ce fameux service national. Gabriel Attal. Oui, je suis très, très, très contre ce service national, qui est une idée absurde. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans avec l'amiral Béraud sur le service civique. Je suis très favorable au service civique. Mais l'idée qu'en un mois, on va rattraper ce que l'éducation nationale et les familles n'ont pas fait en 20 ans est absurde. Et en plus, si c'est pour recadrer, comme on dit, les gamins des banlieues, ils n'iront pas dans ce service. Un mois, ce sera une colonie de vacances qui ne servira absolument à rien, qui va coûter 6 ou 7 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment pas du tout
tout ce Donc qu'il il faut faire faire. autre chose. Oui. En tout cas, c'est pas Donc comme je ça qu'on comprends fera que rentrer les lycéens. élèves, voilà, tous mes amis qui ont encore des élèves au lycée sont absolument révoltés contre cette idée qui ne sert strictement à rien. Le dictionnaire amoureux de la philosophie, Luc Ferry, qui nous explique en un gros volume, parce que c'est un dictionnaire qui comporte de multiples entrées, comment est-ce qu'on peut comprendre notre époque. Merci Luc Ferry. Merci à vous surtout.